Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir sur cette table ronde qui a un titre joyeux et qui déjà nous emporte ailleurs, la Révolution délicieuse. Avant d'introduire mes fameux invités, on m'a demandé de me présenter pour dire pourquoi j'anime ça. Alors, je m'appelle Fanny et j'ai écrit un livre sur l'art de la conversation qui est quelque chose qui me passionne. Et si vous aimez comme moi la nourriture, comme eux, vous savez que la conversation, c'est vraiment un ingrédient intangible, mais essentiel à tout bon repas. Et puis, un autre titre, je m'appelle Fanny, je suis née à Martigues. Il y a quelques années, quand j'ai voyagé à San Francisco, il y a environ 15 ans de ça, je ne pouvais pas ne pas aller chez Panis, sur l'île de Berkeley, où j'ai rencontré une dame incroyable qui m'a fascinée et qui a entamé tous ses travaux de recherche autour du slow food, etc. C'est Alice Waters, chez Panis. Et Alice Waters, c'est un peu la maman de cette expression, de cet oxymore, la révolution délicieuse. Et là, on est en plein cœur de notre sujet aujourd'hui. Révolution délicieuse, c'est aussi le nom de l'ouvrage éponyme d'Olivier Relinger, qui est paru en 2019, mais il me confiait qu'il était en train de retravailler une version anglaise et il retravaillait un petit peu l'intro parce qu'il y a tellement de choses qui se sont passées ces dernières années avec ce que vous savez. Je ne vais pas revenir dessus entre 2019 et aujourd'hui, que voilà. Moi, je pense que le sujet, il est au cœur des enjeux d'aujourd'hui. Si vous êtes là depuis hier, vous avez assisté à beaucoup de tables rondes, de conférences inspirantes sur la Terre, la planète, les océans, la nature et notre rapport au vivant. Et la nourriture, justement, elle est essentielle dans ce rapport au vivant. Et tout commence dans nos assiettes quelque part. Alors aujourd'hui, avec nos invités, on va parler de la nature, du lien entre culture. On va parler de joie et d'amour. Et c'est ce qui les relie aussi énormément. On va parler d'éducation parce que c'est un enjeu central. Et la révolution délicieuse, elle passe par l'éducation et par la transmission. Alors, j'ai envie de les inviter sur scène sans plus attendre, parce que vous n'êtes pas venus pour m'écouter moi. C'est un peu impressionnant pour nous, alors je vous demande de les applaudir bien fort. Je les laisserai se présenter peut-être chacun, parce que c'est difficile de résumer comme ça ce qu'ils ont, mais voilà. Alors, je vous prie d'applaudir bien fort Nadia Samut, Olivier Relinger et Mauro Colagreco. Alors, Mauro Colagreco, qui est le chef étoilé, 3 étoiles du Mirazur de Menton. Bonjour. C'est difficile de vous présenter, Mauro. Mauro, il faut savoir qu'il était là hier parce qu'il a été nommé ambassadeur, justement, de l'UNESCO. Nos félicitations, Mauro. Oui, ben, merci. C'est un grand honneur, une grande responsabilité aussi. Donc, je suis ravi. Pour souligner tous vos engagements autour de la biodiversité. Et pour continuer à agir encore. Donc, c'est très bien, très motivant. Et il y a une semaine aussi, vous receviez le flambeau des mains même d'Olivier. Oui, je ne sais pas si c'est un cadeau qu'il m'a fait, mais en tout cas, je suis fier de pouvoir continuer le travail qui a commencé Olivier. Avec grande force dans notre association pour rétablir un peu le luxe dans l'hôtellerie et que son luxe plus raisonnable et plus accessible. Avec Relais et Château. Oui, je donne le titre, pardon. Je ne voulais pas faire de publicité, mais... je me tourne, on reviendra de toute manière sur votre parcours et puis votre vision incroyable. Je vais me tourner vers Nadia pour donner la parole aux femmes. Nadia, tu veux te présenter en quelques mots? Eh bien, moi, je m'appelle Nadia Samut. Je viens tout droit du Luberon, dans le sud de la France, en Provence. Je suis chef de cuisine, peut-être, plutôt nourricière pour moi. Je travaille entre la terre et la cuisine de manière holistique, en réfléchissant à tous ces grands enjeux auxquels on est confronté chaque jour et en essayant de créer ce goût de la conscience, ou en tout cas en étant la passeuse peut-être de ce genre de choses. Et je suis la 3e génération de femmes en cuisine dans ma famille, voilà, après ma mère et ma grand-mère. Et avec beaucoup de très très beaux projets sur lesquels on viendra. Oui, effectivement, je viendrai sur les projets après, mais j'ai créé un écosystème que j'ai appelé un monde au goût meilleur.
et dans lequel mes entreprises et ma partie philanthropique, puisque j'ai créé un fonds de dotation aussi, une fondation, pour agir en permanence et permettre aussi aux gens d'agir à nos côtés avec de jolis projets qui soient agricoles, de culture et autres d'ailleurs. Donc voilà, merci. Et Monsieur Rellinger, à qui on doit ce livre éponyme pour une révolution délicieuse. Ah oui. Merci. On est vraiment. Et Monsieur Rellinger, Olivier Rellinger, vous voulez vous présenter ou alors oui, je vous laisse vous présenter plutôt. Oui, Olivier Rellinger, bien, je suis cuisinier à Cancale depuis 40 ans. Je suis né dans ce petit port de pêche, à la fois de paysans et de pêcheurs. Et puis, à la fois, la poésie de la vie, les accidents de la vie m'ont amené à me poser des questions sur l'alimentation plus globalement. Et puis maintenant, j'arrive à un certain âge où je me retrouve parrain d'un tas de bazar, un tas d'associations. Donc, Éthique Océan, pour la défense des ressources halieutiques, mais aussi le collectif Les Pieds dans le Plat, pour que les enfants dans les maternelles, dans les collèges et les lycées se nourrissent un peu mieux. Je travaille également pour les semences paysannes, je travaille également pour École Comestible, justement, cette association dans le pur prolongement d'Alice Waters pour éduquer les enfants. Enfin bref, un peu parrain, un peu parrain cancalais à la sicilienne. Donc voilà, je vous remercie. Je suis ravi d'être parmi vous parce que je trouve qu'on a beaucoup de chance d'être là. Évidemment, le Covid nous avait empêchés, mais le fait de se retrouver ici à l'UNESCO, un peu comme une maison du monde, comment pouvions-nous imaginer il y a 20 ans, même il y a 10 ans, que nous parlerions d'alimentation, considérant que l'alimentation est probablement la clé de la transition de notre civilisation. Donc voilà, ça c'est un grand bonheur et je suis heureux de partager ces quelques moments, en plus avec Fanny et avec mes deux amis Nadia et Mauro. Merci. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, avant de parler de la révolution délicieuse, moi j'avais envie de parler un peu de révolte, parce qu'au départ d'une révolution, il y a toujours une révolte ou un incident, un accident, j'allais dire, qui a fait que on fait les choses différemment, finalement. C'est un peu ça, peut-être, la résilience, c'est apprendre à rebondir et à faire les choses différemment. Alors, je me tourne peut-être vers Nadia, tu veux partager ton expérience et comment, peut-être, cet éveil, alors au-delà de, tu disais, cette famille de femmes, notamment, qui cuisinent depuis 47 ans dans le Luberon. Alors, effectivement, moi, je suis née dans cette famille, comme je vous le disais, dans une Méditerranée extraordinaire, avec une famille qui arrivait de Tunisie, de Sicile et de Malte. Et puis ma mère qui arrivait des Vosges et qui a appris la cuisine méditerranéenne avec sa belle-mère. Et moi, je suis née en 1980 avec une maladie cœliaque, donc une intolérance au gluten et une particularité de problématique auto-immune de l'intestin grêle. Et donc, je ne pouvais pas du tout manger comme eux. Je n'avais pas du tout ce plaisir que l'on retrouve à la table. Et malgré tout, j'ai été éduquée avec cet amour de la table et cet amour du partage. Et donc, j'ai eu la chance de recevoir tout ça, d'avoir en éducation, justement, l'importance de l'acte de se nourrir, l'importance d'aimer aussi les choses. Et du coup, j'en ai fait quelque chose quand je me suis rendu compte que j'avais cette problématique. Il y a 10 ans, j'ai été clouée au lit pendant presque 2 ans. Et à partir de ça, toutes mes actions et tout mon sens a pris forme et vie dans cette envie de nourrir en conscience et de prendre justement chaque problématique, qu'elle soit climatique, environnementale, tout ça sur mon territoire et d'en créer des projets essaimables, de comprendre ce qui se passait sur la culture. Moi, je suis née dans un territoire rural, agricole. J'ai toujours vu tout ça autour de moi, mais j'avais besoin de me poser ces questions et de voir à mon tour comment j'allais agir dans cette chaîne-là. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais depuis 10 ans aujourd'hui. Chaque jour, je dédie ma vie à cet environnement-là et à repousser un peu les limites et les croyances pour œuvrer positivement. Voilà. On va y revenir dans un instant. Merci beaucoup, Nadia. Je me tourne vers Olivier, peut-être. Vous voulez commencer par raconter justement... il y a 2 grands incidents qui ont aussi ponctué votre parcours, notamment. Oui, je pense qu'il y a plein d'incidents, c'est les accidents de la vie. Donc moi, j'étais cuisinier, dans ces années, j'ai commencé, j'étais autodidacte, j'ai une formation d'ingénieur chimiste, rien à voir. Ma femme est pharmacien. Je considérais que la cuisine était un moyen d'expression.
J'étais pas littéraire, j'étais pas un peintre, j'étais pas musicien. J'ai trouvé que la cuisine était un formidable moyen d'expression, l'expression du bonheur de vivre au quotidien. Et comme j'avais été victime d'une tentative d'homicide à l'âge de 20 ans, je dis, finalement, cette deuxième vie, faire partager le bonheur de vivre au quotidien, c'est peut-être justement de cuisiner, et surtout dans la maison dans laquelle j'étais né. Et donc, c'était dissociable. Mais on vivait à l'époque, vous n'avez pas connu ça, vous êtes trop jeune, mais on vivait dans une tour d'ivoire. C'est-à-dire qu'on était avec nos équipes, on était avec des artisans, avec nos clients, avec nos producteurs que nous choyions, qu'on ne voulait surtout pas d'ailleurs partager avec nos copains cuisiniers et concurrents. Même une herbe, une pousse de coriandre, d'estragon, on ne voulait pas dire, on le trouvait, les premières. Le marché des Lys, par exemple, à Rennes, qui est un des plus beaux marchés de France. Je l'ai arpenté pendant plus de 30 ans, c'était comme ça. Et puis, il y avait 2 grands frissons dans l'année. En fin d'année, il y avait un guide jaune qui sortait, qui s'appelait le Goemio, pour savoir combien on avait de tocs, combien on avait de points, de mi-points, de machin, de trucs. Et puis, un autre frisson, en début d'année, c'est le guide rouge, savoir si on avait une étoile, une deuxième étoile. Ça, c'était très bien. Moi, j'ai fait partie de ce jeu-là. Je regrette rien. Ils méritent d'exister. Tout ça, c'est très bien. Et puis, tout d'un coup, je me suis rendu compte que dans la rue, au collège, la façon dont les gens se nourrissaient, tout d'un coup, j'ai vu aussi, ce n'était pas les pêcheurs cancalais qui vidaient les océans. Ils étaient 45 lorsque j'ai démarré, ils sont 4 aujourd'hui, 4 pêcheurs. J'ai vu aussi cette terre bretonne totalement anéantie par l'agriculture intensive et en particulier par l'élevage, que ce soit de volailles ou de porcs. Je rappelle qu'il y a autant de porcs élevés en Bretagne que la population française, c'est-à-dire c'est comme si toute la population française venait déféquer tous les matins sur les rivages bretons. Vous imaginez la casse. Donc les algues vertes, des taux d'ammoniac sans nom, des nappes phréatiques absolument anéanties et la terre la plus polluée d'Europe après Tchernobyl. Voilà ce qui est devenu notre terre avec ce modèle agricole et cette pêche industrielle qui en particulier fait des carnages monstrueux l'hiver au moment où les poissons sont en train de frayer. Bref, je me suis dit, alors ça c'était un point, et le deuxième point, c'est évidemment, j'ai commencé à avoir mon premier petit-fils, Ulysse, et j'ai vu la pandémie d'obésité qui commençait à sévir et qui continue à sévir dans toute la jeunesse, avec l'ensemble des maladies collatérales liées à cette mauvaise alimentation. Et je dis, moi, cuisinier, humblement, modestement, sans être donneur de leçons, moralisateur, scientifique ou autre, quelle peut-être petite pierre je vais pouvoir apporter pour que l'alimentation soit meilleure pour tous et pas simplement un privilège réservé à quelques-uns. J'ai bien compris qu'il fallait tendre à lisser cette fracture qui est de même ordre que les fractures culturelles qui existent dans notre pays, en particulier dans toute l'Europe, et cette fracture alimentaire, comment tendre à la résorber. Et là, il faut rentrer en combat. Il faut rentrer en combat contre l'agro-business parce que les intérêts sont tellement forts chez ces gens-là depuis 40 ans, avec des constantes de résultats aussi bien, avec 3 constantes, les résultats de l'agro-business, les résultats des banques qui financent l'agriculture intensive et la pêche intensive, les résultats constants également des 4 centrales d'achat. Je vous rappelle que 80% de l'alimentation française, je débite un peu comme ça, mais 80% de l'alimentation française passe à travers 4 centrales d'achat. Qu'est-ce que c'est une centrale d'achat ? 10 à 15 personnes. Ça veut dire quoi ? Il y a 60 personnes qui décident de l'alimentation de 80% de l'alimentation des Françaises et des Français. Et que si on reprend l'ensemble des marques, 70% de l'alimentation vendue dans les grandes surfaces appartiennent à 20 marques. Voilà. Donc quand on sait cette chose-là, on est loin des producteurs locaux, on est loin de la saisonnalité, on est loin de... Et donc, on ne doit plus les appeler des lobbyistes, mais au contraire des représentants d'intérêt, ce qui leur va beaucoup mieux d'ailleurs. Et bien, effectivement, il faut rentrer en combat. C'est la raison pour laquelle, à travers ce livre pour une révolution délicieuse, effectivement, j'appelle à ce soulèvement pacifiste et joyeux pour une chose, la santé de nos enfants, la santé de la planète, mais le tout dans le plaisir. Voilà. On parlait de révolte. Je donne la parole à Mauro, si vous voulez expliquer, vous, la prise de conscience. Alors, moi, c'est un peu différent. L'histoire de moi, je suis né en Argentine, dans une famille totalement cosmopolite aussi, des Italiens du Sud, des Italiens des Abruzzes, des Basques espagnols, des Charruas,
du nord-est de l'Argentine. Donc, une famille déjà finalement très ouverte à différentes cultures. Il y a un pays qui conservait et qui conserve encore une relation, dans certains endroits du pays, une relation entre la nature et l'aliment et le respect des animaux et de ce qu'on mange très forte. La Pachamama, elle est très connue et c'est très fort dans certains endroits d'Amérique du Sud. Et donc, j'ai été élevé dans ces circonstances entre une culture sud-américaine, une culture européenne aussi, des immigrés qui sont partis au début du siècle et où la famine était vraiment un problème. Et donc, toujours ce respect et valorer l'aliment. Après, très jeune, à 23 ans, après des études littéraires, un essai fautif de l'université d'économie, j'ai décidé de devenir cuisinier, totalement par hasard. Et je suis parti en France avec l'illusion d'apprendre la cuisine française et retourner faire quelque chose en Argentine. Ça fait 23 ans que je suis là, donc les choses ont changé un peu. Mais je suis arrivé en France et j'ai retrouvé des étalages merveilleux, des légumes, des poissons. J'étais à La Rochelle. C'était un marché formidable. Et c'est ça finalement que, par la voie que je suis tombé amoureux de la cuisine française et de la France. Mais au fur et à mesure que j'ai commencé, j'ai eu la chance de travailler dans des grandes maisons, après ouvrir mon propre restaurant, et on était embarqué dans une sorte de courses vers techniques et on mettait de côté ces respect pour l'aliment, ces notions de contact entre la nature et l'aliment. Et c'est vrai, avec tous ces constats qui parle Olivier, moi je les ai vécus aussi en France depuis mon arrivée il y a 23 ans et aujourd'hui. Et j'ai décidé de ne plus faire partie de cette course à rien, et j'ai essayé de chercher les pourquoi de mon métier, comment on pouvait changer les choses, surtout quelque chose qui a marqué cette décision évidente, c'est la naissance de mes enfants, mais aussi l'opportunité que j'ai eue de parcourir le monde et des fois être confronté à des situations terribles. Parce que si tout ce qu'on raconte Olivier de la Bretagne, on le retrouve un peu dans le monde entier, malheureusement, et des fois encore beaucoup pire. Avec des situations terribles où il y a le travail des enfants, où il y a des intérêts énormes qui nourrissent pas forcément un territoire. Et donc, je travaille pour cette cause qui est de voir comment on peut nourrir le monde en faisant, en respectant la nature, en nourrissant le monde. Moi, je dis toujours, il faut trouver la façon de manger sans manger le monde. Et c'est quelque chose qu'ils ont voulu nous faire croire, c'est qu'on ne peut pas bien alimenter 8 milliards de personnes avec des bons aliments. C'est totalement faux. C'est totalement faux et on a la preuve dans plein d'exemples, dans plein de projets. Bon, voilà, donc c'est ça mes batailles. Et puis une autre révolte. Bon.
Et une autre révolte, Mauro, que j'ai lu la semaine dernière, et Olivier m'en a parlé, c'était votre séjour au Mexique, avec des plages, avec 40 miles de plastique. Et vous qui êtes à Menton, avec un restaurant qui surplombe la Méditerranée, qui est aussi une mer en mauvais état, j'allais dire. Ça a été aussi un wake-up call. Vous êtes le premier restaurant, je crois, plastic free. Oui, vous avez eu la certification. Malheureusement, on était les premiers restaurants à avoir achevé la certification plastic free. C'est vrai que c'était là, suite à un moment très difficile pour... on était dans un endroit paradisiaque dans les côtes mexicaines avec mes enfants et on était dans la voiture près d'une plage, d'un village à l'autre, 44 km. On descend dans cette plage paradisiaque, toute cachée par la forêt. Et je voulais les montrer cet endroit à mes enfants. Et les 44 km de plage, elle était envahie, totalement inondée de plastique. Et mes enfants, qu'à l'époque, ils avaient 3 et 7 ans, ils me demandaient qu'est-ce qui s'était passé. Et je ne trouvais pas l'explication, c'était un moment très, très dur. Et j'étais confronté à voir des choses que j'utilisais tous les jours dans la maison, mais surtout dans le restaurant qui était dans cette plage. Et je n'avais pas la façon de l'expliquer pourquoi mes enfants ont fait ça. Et c'était après ce voyage que j'ai décidé de décontaminer des plastiques notre cuisine. Ça nous a pris 3 ans de travail, de 2017 à 2020, jusqu'à qu'on a eu la certification. Mais on a travaillé la certification dans toute la chaîne. Donc, pas seulement l'usage au restaurant, mais aussi convaincre à nos fournisseurs, à nos producteurs des emballages qui nous livraient. Donc, on a travaillé toute la chaîne. Aujourd'hui, on est pratiquement décontaminé à 100% de plastique à usage unique. Il reste encore quelques plastiques qu'on remplace au fur et à mesure qu'ils se cassent ou qu'on les utilise. Mais le plus important, que c'est suite à cette annonce de certification, il y a eu 500 autres restaurants dans le monde qui sont contactés cette entité de certification. Donc l'importance aussi de promouvoir une conscience et prouver que c'est possible. Et d'embarquer toute la chaîne de valeur avec, que ce soit des fournisseurs aux clients, en passant par former aussi vos équipes. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va revenir tout à l'heure sur le Mirazur et sur ce que vous avez construit là-bas, qui est tout un écosystème justement. Mais j'équilibre la parole et je me tourne vers Nadia pour qu'elle nous raconte aussi ce système vertueux, cet écosystème. Parce que moi, ce que j'adore chez chacun d'entre vous, c'est vraiment avoir réussi à créer un monde, finalement réinventer les règles et à montrer que c'est possible dans un microcosme, mais moi je préfère parler d'écosystème, de faire bouger les choses. Et à l'Université de la Terre, on veut mettre en valeur les solutions. Et je crois que des solutions, il y en a. Elles sont très concrètes. Olivier Relinger en liste pas mal dans son livre. Il y a le manifeste que je vous invite à découvrir, Relais Château également, qui est en liste. Et c'est à la portée de tous aussi. Voilà. Mais on va y revenir. Nadia, tu veux nous raconter un petit peu tout cet écosystème autour de la Fénière et bien plus encore Effectivement, moi je suis arrivée et j'ai fait le constat déjà d'une maison qui avait existé pendant 45 ans sur les terres du Luberon, et je me suis dit qu'est-ce que je vais apporter. En tout cas, j'avais aussi cette volonté d'observer, de regarder autour de moi. J'ai commencé par l'agriculture, la culture. Déjà, j'ai retrouvé tous les gens qui avaient grandi avec moi autour et qui avaient des terres, et je suis allée un peu observer la manière à laquelle ils le faisaient. On me disait souvent, oui, si tu vas dans les écoles agricoles, les lycées, tu ne pourras pas apporter beaucoup de choses parce qu'il y a une manière de faire, etc. Et puis je me suis dit, non, en fait, je peux apporter aussi une vision inspirante, le pourquoi de le faire aussi, qu'est-ce qu'on va faire pour régénérer les terres, pour faire de la rotation, fixer l'azote, etc. Et puis moi, j'avais besoin aussi de produire des choses différentes parce que j'utilise donc pas de blé. Je suis allée chercher le riz en Camargue, mais aussi j'ai travaillé le pois chiche qui est devenu mon élément essentiel en cuisine, et j'ai fait une recherche qui a duré je sais pas, je crois que ça fait 6 ans que je travaille le pois chiche sous toutes ses formes, mais déjà dans la culture et dans le sol en fait. Et quand je suis arrivée au lycée agricole de l'Île-sur-la-Sorgue et à Avignon, qui sont juste à côté de chez moi,
j'ai proposé ça. J'ai dit, voilà, moi, j'aimerais travailler la rotation de culture. Qu'est-ce que vous utilisez d'habitude? Alors, on m'a dit, on utilise des plantes fourragères pour les animaux. On les plante comme ça. Et je dis, quelle est l'économie que vous créez autour de ça? Puisque, en fait, vous le transmettez à des élèves qui sont des enfants de cultivateurs, d'agriculteurs autour. Donc, comment ça se passe, en fait? Et au départ, ils m'ont dit, effectivement, que ces plantes fourragères, en général, ils les vendaient à 34 centimes du kilo, à peu près. Et puis je me suis dit, comment on va travailler sur la viabilité de ces exploitations et la réflexion économique et pécuniaire autour de ça aussi. Et puis j'ai proposé donc le pois chiche. Donc on a travaillé sur des semences anciennes de pois chiche qu'on ramenait dans la région aussi. C'était assez intéressant de regarder ce qui pouvait pousser et revenir sur ces sols-là. Et puis derrière, il fallait que je travaille, que je m'active, moi, pour travailler le goût du pois chiche, qui ne soit pas simplement le houmous ou le couscous qu'on connaît très bien. Mais en fait, il y a une immensité derrière tout ça. C'était recréer des codes, aller chercher même dans des recettes anciennes, ce qu'on pouvait utiliser. En Birmanie, par exemple, on fait du tohu, c'est du tofu de pois chiche. Et puis après, cette base-là peut nous permettre de faire des choses extraordinaires. Moi, je fais du lait de pois chiche. À partir du lait de pois chiche, je fais de la glace au lait de pois chiche. Et puis derrière, je vais le travailler dans du pain sur la farine. Mais quand j'ai acheté un moulin, donc j'ai investi dans un moulin, un meule de pierre que j'ai fait faire en France et qui me permet d'écraser à peu près 100 kilos à l'heure. Et je me suis dit, en fait, cet outil-là va servir à montrer qu'on peut le faire. Et à montrer à ces agriculteurs, à ces élèves qui sont en classe, j'ai 60 élèves en BTS à peu près, qui plantent ce pois chiche dans ces champs et qui le ramassent, qui le récoltent. Puis après, il y a quelqu'un qui vient le trier, puis nous, on l'écrase. Et quand on l'écrase, en fait, vous faites de la farine de pois chiche, puis vous faites de la semoule aussi de pois chiche, et puis de la peau de pois chiche. Et donc, je me suis affairée à essayer de comprendre ce que je pouvais faire avec ces 3 éléments. Aller voir, historiquement parlant aussi, avec des anthropologues qui travaillent à mes côtés, comment ça avait pu être utilisé. Et donc, aujourd'hui, par exemple, dans ces problématiques que l'on connaît, climatiques et environnementales, le pois chiche résiste à des chaleurs importantes. Il ne demande pas beaucoup d'eau, il fixe l'azote dans le sol et puis il apporte beaucoup de protéines. Et en fait, il a un goût extraordinaire et on ne le connaît pas. Donc moi, j'ai travaillé le miso de pois chiche pour travailler ce que j'avais appris au Japon et le transposer le soja vers le pois chiche, mais pour comprendre aussi, parce que c'est des notes en cuisine, c'est des goûts aussi que l'on apporte. Et puis, c'était des nouvelles madeleines de Proust pour les gens. Puis donc, j'ai travaillé la farine, j'ai fait effectivement ce lait à partir de farine, puis j'ai fait du pain, et puis des brioches, et puis tout ce qu'on peut avoir autour de ça. Et puis après, j'ai travaillé la peau de pois chiche, déjà en le faisant en muesli un petit peu ou en granola, si on peut dire ça comme ça. Mais surtout, en fait, au Japon aussi, il y a des techniques très anciennes qui permettent d'utiliser le son des céréales pour faire des pickles, pour fermenter. Donc moi, il me restait beaucoup de peau de pois chiche dans mon moulin, en fait. Donc j'ai commencé à faire ça et c'était extraordinaire, justement, de cueillir les légumes en pleine maturité et de leur apporter aussi du vivant en travaillant des techniques comme ça. Donc je fais mes pickles aussi à partir de mes peaux de pois chiches. Et puis la semoule, en fait, je l'ai utilisée pour faire beaucoup de choses. Tout ce qu'on avait besoin d'un petit peu croquant, mais comment on va faire une semoule avec de la polenta, semoule de maïs et des choses comme ça. Et c'était un environnement vertueux et délicieux. Et donc je suis allée dans ces classes, après 3 ans de travail de régénération et de planter dans les sols, je leur ai proposé un programme inspirant pour tous ces élèves du lycée agricole, en leur disant, en fait, si je vous amène des personnes inspirantes qui changent le monde aussi, et qui changent le goût peut-être des choses, et qui donnent aussi des nouvelles perspectives de goût, on va pouvoir le faire ensemble. Et on est vraiment une filière, une chaîne humaine, avec du cœur et avec beaucoup de respect, en fait, que l'on doit reconstruire. Donc j'ai beaucoup cru en ça. Et j'ai créé une fabrique, du coup, que j'ai appelée Commensal, pour le mot commensalité et partage. Mais aussi parce que dans le Luberon, les commensals sont les confréries d'agriculteurs. Et j'avais envie de redonner justement la place du goût à l'agriculture, à cette culture, à la terre et à ce que font les gens, en les représentant au travers de ça. Donc je fais du pain, je fais aussi de la biscuiterie, je fais plein de choses, mais à partir de mon moulin, qui est la pièce maîtresse de tout ce projet. Donc l'écosystème, c'est un établissement, un restaurant, un hôtel, un lieu de vie, parce que j'aime pas trop parler d'hôtel et de restaurant, mais un lieu de vie où à mes côtés, j'ai des gens qui œuvrent et qui sont des nourriciers dans toute la chaîne vertueuse, des cuisiniers, des sommeliers, des gens qui viennent vous parler à la table et qui servent aussi tout cet environnement culinaire.
Puis je fais de la formation, j'ai un organisme formateur, donc je forme des équipes, des personnes dans des restaurants aussi, mais aussi des entreprises sur le changement et sur cette vision de prendre l'aliment comme joli vecteur d'inspiration pour le changement et pour le respect de la planète sur laquelle on se trouve. Et puis enfin, j'ai cette production agricole dont je viens vous parler et ce travail de production vertueux dans lequel je suis un petit maillon de la chaîne, mais qui est très inspirant au quotidien. Voilà. Bravo. Merci beaucoup Nadia. Mais déjà là, on a quelques solutions, je trouve, qui sont mises, c'est de réfléchir de A à Z toute la chaîne de valeur, de remettre en question des idées reçues, comme aller voir un lycée agricole, c'était pas forcément évident au début, et puis les convertir et les embarquer. Je me retourne vers Olivier Relinger. Alors, on peut parler des maisons de Bricourt, tout l'écosystème qui est à Cancale, à Saint-Méloire, voilà, ou alors des épices vers le monde entier. On a beaucoup parlé de pois chiches. Est-ce que vous avez envie de nous parler un peu de votre travail autour des épices? D'abord, quand on écoute Nadia, on a vraiment envie de retourner en cours en BTS. Là, moi, je ferais bien 3 ans et planter les pois chiches et découvrir cet univers. Vous voyez, comme à partir d'une contrainte, finalement, un bobo de la vie que tu rencontres, Nadia, en fait, cette champ des possibles qui s'ouvre avec, là aussi, une dimension extrêmement joyeuse, positive et de partage. Ça, moi, voilà, c'est bravo, mais c'est magnifique. Et puis, les uns les autres, moi j'avais, en fait, je disais, je suis né là, donc à Cancale, donc l'idée d'un cuisinier, qu'est-ce qu'un cuisinier finalement, ou une cuisinière dans un endroit du monde? C'est pas d'avoir un pavillon, le pavillon breton, ou le pavillon français, ou le pavillon. Les cuisines, d'ailleurs, je ne comprends pas très bien, d'ailleurs, l'UNESCO, pourquoi vous remettez des qu'on considère comme patrimoine immatériel de l'humanité, telle ou telle cuisine. Quel est le patrimoine immatériel de l'humanité? C'est bien la diversité des cuisines du monde. La diversité des cuisines du monde. Il n'y a pas une cuisine qui est meilleure que l'autre. Il y a des endroits donnés, parce que pendant des siècles, on naissait dans un endroit, on mourait dans un endroit et on se nourrissait d'un territoire. Et chaque fois, le génie humain a réussi à faire en sorte qu'il réussissait à créer des aliments, le mode de les conserver, avec beaucoup d'économie, beaucoup de bon sens, à faire des choses délicieuses, quel que soit l'endroit de la planète. Alors à Cancale, un cuisinier, un cuisinier, c'est bien réussir l'expression du goût d'un endroit, comment donner le goût d'un endroit, mais pas simplement de la saison, presque du jour. On ne cuisine pas de la même manière si le vent est nordé, nord-roi ou sur-roi en fonction de la température, degré d'hygrométrie, un peu comme un levain lorsqu'un boulanger fait son pain. Donc tout est tellement sensuel dans ce métier. Moi, je suis venu à ce métier par le goût de se rapprocher de la sensualité des hommes et des femmes aussi qui travaillent dans cet univers. Alors, des pêcheurs, des cultivateurs. Et on avait la chance d'avoir ce grand terrain comme ça qui plonge sur la mer, qui plonge sur la baie de Cancale face au Mont Saint-Michel. Et là, on a commencé à constituer un verger avec 36 variétés de pommes à haute tige, qui étaient des pommes qui allaient disparaître en Bretagne parce que tout est évidemment dirigé vers un productivisme. Et puis petit à petit, on a ramené des abeilles, et puis petit à petit, on a commencé à cultiver, et puis là, maintenant, on a 2 maraîchers. Et puis, on est arrivé quelque chose d'incroyable, c'est que, vraiment, je souhaite à tous les parents. Vous savez, lorsqu'on a des enfants, on tente de leur modeler des souliers pour qu'ils puissent marcher vers leurs rêves. Je dis bien on tente, parce que s'il y avait une règle, on aimerait bien l'avoir, parce que parfois, on se gourre, on se plante. Moi, j'ai eu cette chance avec ma femme, c'est que nos 2 enfants, pourtant on les a toujours rejetés, parce qu'on considérait que c'est ce métier qui n'est pas un métier, qui est une vie. Je vois pas pourquoi les enfants seraient obligés d'être le prolongement de vous-même. Mais bien, par hasard, Hugo, le fils, qui était officier de la marine marchande, à l'âge de 24 ans, il commence la cuisine, comme il l'avait bien dit, avec ou sans moi. Et Mathilde, qui était avocate internationale, revient également pour s'occuper des 1200 petits producteurs d'épices à travers le monde. Mais quel bonheur! C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis immortel, moi. J'ai semé comme ça des choses, et aujourd'hui, les enfants viennent en croiser. Et l'autre famille, qui est peut-être tout aussi importante, c'est les 120 personnes, hommes et femmes, qui aujourd'hui nous accompagnent depuis il y a 40 ans. Là, il y en a 2-3 qui viennent de se passer en retraite. Mais c'est incroyable, et il y a toute cette génération. C'est une famille. Vous savez,
par exemple, là on parle, il y a beaucoup de gens, on est dans l'auto-entrepreneuriat, comme quoi la pire des choses pour un chef d'entreprise, c'est le personnel, le recrutement, comment on fait. Mais c'est la chose la plus excitante. Chef d'orchestre, vous avez une compagnie de théâtre avec vous. Vous pouvez jouer de la flûte tout seul. C'est très bien de jouer de la flûte. Mais tout d'un coup, lorsque l'émotion, la fleur, et là vous avez 120 personnes, mais la personne qui est dans le jardin, la personne qui vous passe le linge, la personne qui essuie les verres, la personne qui fait votre chambre, la personne... Mais c'est incroyable. Ça c'est moi le plus beau cadeau de la vie, c'est ça. C'est cette jeunesse qui m'entoure. Alors des choses plus radicales. Ben, Hugo, par exemple, il arrive, il dit, bon, tu dis plein de choses, papa. Tu dis plein de choses. Mais tu vois, tu as construit ta cuisine avec le bouillon de volaille. C'est une grande tradition française, le fameux bouillon de volaille. Donc, dès qu'on démarrait la semaine, on cabossait 7 volailles, 7 poules. Alors, c'était pas les poules, c'était pas de la volaille de Bresse, c'était une poule moyenne, de qualité. Et il me dit, tu vois, moi, ça me dérange de tuer 7 poules toutes les semaines pour simplement... Je lui dis, qu'est-ce que tu vas faire? Il me dit, moi, la notion de protéines animales à sang chaud, je ne veux plus ces choses-là dans ma cuisine. Il se trouve que mon restaurant s'appelle Le Coquillage, je suis au-dessus de la baie de Cancale. Des sources de protéines, il y en a énormément. Il y a des coquillages, des crustacés, il y a des poissons, il y a des algues. Et donc, il a construit un bouillon de légumes, d'algues et d'épices absolument exceptionnel, qui lui donne une sapidité à sa cuisine, qui est sa colonne vertébrale. Voilà des choses. Et évidemment, ensuite, de comprendre, d'utiliser que des poissons durables. Alors, si je pose la question comme ça dans la salle, au hasard, je vais la poser, c'est peut-être mieux. Vous avez tous, évidemment, les 4 points pour définir ce qu'est un poisson durable. Vous les avez. Interrogation. Bon, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Par contre, si vous voulez bien m'expliquer, le monsieur avec orange... Pardon, non, en 2 mots, si vous voulez. Il faut bien se rendre compte que, tout d'abord, quelques chiffres, 40% des poissons qui sont pêchés dans le monde ne sont pas ramenés à terre. Quand tout à l'heure, Mauro parlait des 8 milliards, comment allons-nous pour les millions? Mais déjà, si on ramenait les 40% des poissons qui sont pêchés, morts, remis à la mer, morts, déjà, ça servirait. Et savoir que, par exemple, en France, un poisson qui est servi en collectivité fait 3000 km. Bilan carbone, je ne vous en parle pas. Hein? Un poisson durable, et le poisson, c'est un petit peu comme si la mer... Vous voyez, la mer, ça fait très peu de temps, d'ailleurs, dans la COP21, on s'occupe de la mer. Très heureux d'apprendre que là, pendant l'UNESCO, dans la maison du monde, je crois que c'était hier, vous avez eu 2 très belles interventions, ce matin, sur l'océan, justement, avec des hommes comme... Philippe Curie, des hommes comme Jean-Louis Etienne, des hommes comme évidemment Gilles Boeuf, qui était le patron du musée d'histoire naturelle, qui sont des hommes, des scientifiques absolument exceptionnels à ce sujet-là. En réalité, c'est comme si, parce que la mer, lorsqu'on voit la forêt abîmée, lorsqu'on voit sa campagne abîmée, on se dit, ah oui, on fait une grosse casse. Mais la mer, lorsqu'elle devient, elle est vidée, elle est vide de poissons, elle est un désert liquide, mais quand on la voit, on n'observe rien. Elle est toujours la même, elle est toujours très belle d'ailleurs. Elle joue avec le ciel, elle joue avec... Vous dites, ouais, elle est belle la mer. Oui, mais le problème, c'est qu'elle est morte à l'intérieur. On l'a tuée. Or, la vie vient de la mer. Donc, toute l'importance, moi, cuisinier de bord de mer, de me dire, il n'y a pas que la surpêche. Il y a d'abord les hommes et les femmes que nous sommes tous et qui pelons, même lorsqu'on est au milieu de l'Europe. Les perturbateurs endocriniens, le phosphore, les excès d'azote, tout ce que l'on rejette dans la mer, on a considéré que c'est la plus grande poubelle du monde. Alors, un poisson durable, c'est quoi? C'est un poisson, et aujourd'hui, près de 45% des espèces pêchées sont en voie, ces stocks-là sont en danger. Et alors, le poisson durable, 4 choses. Retenez. Savoir si l'état du stock est en état ou pas. Vous devez le demander à votre poissonnier. Et là aussi, il ne s'agit pas de pointer du doigt. Moi, vous savez, pointer du doigt, culpabiliser, nous, notre génération, toutes les bêtises qu'on a pu faire, ok, c'est fait, d'accord, on en a fait. Maintenant, la jeunesse nous alerte, on est tous conscients de cette chose-là, à nous de trouver des solutions plutôt que de porter c'est de la faute à qui, c'est de la faute à quoi. Et jamais se dire, je reviens au niveau de mes agriculteurs bretons,
Vous savez, lorsque pendant des générations vous vous êtes cassé le dos, simplement désherber votre allée dans le jardin là, avec votre petite binette en train de désherber 2 fois par an, et puis il y a un gars qui vous arrive, vous dit tiens, tu mets une petite poudre, un petit produit, tu n'as plus besoin de désherber, tu es tranquille pour 1 an. Bon, là, on l'aurait tous fait. Donc on ne peut pas leur jeter la pierre. Sauf que maintenant, on est tous conscients que ce sont des poisons absolument épouvantables. Donc là, je dis stop. Mais il ne faut pas culpabiliser encore un peu plus toute cette génération. Poisson durable, on y revient. Stock minimum, stock en état. Deuxième chose, technique de pêche. Une technique de pêche intrusive ou pas. Et on s'aperçoit que, juste encore un chiffre, 5% des pêcheurs dans le monde s'approprient 90% des prises. 5%. Donc c'est vraiment une pêche industrielle, en particulier une pêche qui ne ramène pas du poisson pour que vous le mettiez dans votre assiette, mais qui ramène du poisson pour faire de la farine, pour donner aux poissons d'élevage. Donc ceux qui pensent que c'est donner bonne conscience en disant « Oh mais moi je ne prends pas dans la mer, je prends du poisson d'élevage », et vous rappelez que pour faire le plus vilain saumon d'élevage, il faut 5 kilos de poisson sauvage. Et qu'aujourd'hui, la plus grande pêche d'anchois qui se fait au large du Chili est destinée aux carpes chinoises. Voilà. Et se rappeler que la piraterie est née à nouveau parce que la pêche industrielle, des gouvernants peu scrupuleux, en particulier dans le golfe de Guinée et sur la côte est de l'Afrique, évidemment, ces gens-là venaient et pillaient tout ce qu'il y avait dans les eaux territoriales. C'était vital pour ces villageois. Donc ils ont attaqué ces gens-là, ils sont aperçus qu'ils les captivaient et qui ensuite pouvaient demander une rançon. Évidemment, ces pêcheurs industriels se sont partis parce qu'ils ont senti le danger. Sauf qu'eux, ils ont compris que finalement, en prenant peut-être même le bateau de plaisance qui passait et en retenant la personne, on pouvait demander une rançon. Mais jamais oublier que la piraterie, la nouvelle piraterie est née. Vous savez, j'habite Saint-Malo, pays de corsaires, voire de pirates, donc c'est pour ça que c'est un sujet qui m'intéresse. Je reviens au poisson durable, stock, technique de pêche. Troisième point, taille minimum pour que le poisson ait pu se reproduire. Et aujourd'hui, ce que nous demande l'Europe n'est pas suffisant sur bon nombre d'espèces de poissons. Et enfin, la saisonnalité. Mais la saison du poisson, c'est pas comme la saison de l'abricot, de la fraise ou de la pêche. C'est-à-dire, c'est pas au moment où le poisson est le meilleur, c'est le moment où on peut le pêcher ou ne pas le pêcher. Et en particulier, moi je m'étais élevé à Biarritz en 2009 ou 2011 pour interdire justement à travers tous les 550 restaurants relais châteaux à travers le monde, 62 nationalités, pour dire stop au thon rouge méditerranéen et Atlantique Sud. J'ai eu beaucoup de mal à l'époque. Il y a eu un impact énorme avec des menaces sans nom de mes amis armateurs sétois. Mais aujourd'hui, ils nous félicitent d'avoir tiré la sonnette d'alarme. Et aujourd'hui, le thon est revenu et les quotas sont à nouveau tout à fait acceptables. Donc le thon de ligne, il me dit, mais vous avez parlé tellement fort qu'aujourd'hui, les gens, ils ne veulent toujours pas manger du thon rouge de ligne. Ben, j'ai dit, normalement, je vais devenir votre ambassadeur. Donc manger du thon ligne qui est revenu aujourd'hui, c'est quand même grâce à vous. Donc les choses sont possibles. Il ne s'agit pas d'être contre les pêcheurs. Au contraire, moi je pense que l'espèce la plus en danger, celle qui est en voie de disparition, ce sont les pêcheurs artisans. Voilà l'espèce qui est en voie de disparition. Et il nous appartient, nous aussi, cuisinières, cuisiniers, mais que vous êtes tous. On n'est pas cuisiniers, c'est pas parce qu'il a 3 étoiles, j'ai eu 3 étoiles, qu'on est... Non, on parle de nourrir, là. Hein. Je l'ai donné, le 4e point? Oui, je l'ai donné, le 4e point. Oui. Bon, j'ai fini. Et je voudrais citer Éthique Océan. Et voilà. Et alors, il y a une association, une ONG formidable pour ça, avec une femme qui détient tout ça, mais avec 3 bouts de ficelle. Parce que, justement, je lui demande de surtout pas s'associer à des marques qui sont peu vertueuses et qui voudraient associer leur nom à Éthique Océan, tout simplement pour faire ce qu'on appelle, vous savez, la fameuse grinologie. D'ailleurs, on fait appel à des grinologues, des jeunes extrêmement talentueux, qui sont là pour finalement nous faire la farce et donner des couches de verre à des sociétés qui... je rappelle encore cette marque de potage qui nous dit... Ça, c'est quand même extraordinaire. Vous avez vu, cette marque de potage qui nous a dit « Nous vous avons écouté et maintenant, dans notre potage de légumes, nous ne mettons que des légumes. » C'est quand même formidable. Ça fait 40 ans qu'ils nous ont enfumés et bien ils continuent à nous dire « Par contre, maintenant, vous ne mettez que des légumes, je vous jure. »
Je veux dire, mais comment on va avoir confiance? Donc c'est pour ça, quand un homme, une femme cuisine pour l'autre, vous savez très bien que c'est une question de don, c'est-à-dire qu'il y a une question d'amour, on donne quelque chose. On a confié ça à l'industrie. Quelle est la finalité de l'industrie? De faire des profits, on ne peut pas leur en vouloir, ils sont nés comme ça. Donc quand on file ça à l'industrie, il ne faut pas s'étonner que les gens qui produisent l'alimentation, c'est-à-dire les cultivateurs, les paysans, les pêcheurs, tous ceux qui sont asphyxiés. D'ailleurs, le seul argument dans une grande surface, c'est de dire quoi? C'est pas que le produit est meilleur, c'est de dire qu'il est moins cher qu'ailleurs. D'ailleurs, s'il est plus cher qu'ailleurs, je vous rembourse. Il n'y a pas un autre produit. Vous pouvez acheter une paire de lunettes, une veste, un machin, on va vous donner un tas d'arguments. Non, le seul argument, c'est pas cher. Comment voulez-vous que les gens s'en sortent? Et aujourd'hui, on nous parle d'inflation, et on est en train de dire aujourd'hui, on a l'impression que quand on écoute ces grandes surfaces, c'est grâce à elles, ils nourrissent les pauvres. Mais on se moque de qui alors que ce sont les nouveaux ducs d'Europe? Donc il faut sortir des grilles de l'agroalimentaire, et il faut recuisiner. Il y a encore 10 ans, on ne faisait pas d'activité physique. L'activité physique, oh là là, il faut que je fasse de la gym, j'en ai besoin. Mais aujourd'hui, c'est un plaisir. On a tous besoin de faire de la marche, un peu de jogging, un peu de je ne sais quoi, de vélo. Ça fait partie du plaisir. Mais recuisiner, c'est reprendre une pomme de terre, un poireau, tiens, s'amuser avec 2-3 pois chiches. Refaire une soupe en arrivant, vous êtes toute la journée sur vos pianos, là, sur vos petites tablettes, mais tout d'un coup... Et là, mais c'est mieux que du yogi ou tout ce que vous voulez. Ou et je me dis, mais retrouvez votre liberté en cuisinant. Certains l'ont fait pendant le Covid, comme ça. D'ailleurs, ça leur a fait tout drôle. C'était la première fois qu'ils se retrouvaient face à leurs deux plaques vitrocérame, leur micro-ondes. Et d'ailleurs, ils étaient seulement autorisés pour sortir, pour aller faire leurs courses. D'ailleurs, très drôle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en France, pendant un moment donné, on nous a même dit... D'ailleurs, par contre, il n'y a que les grandes surfaces qui ont le droit d'ouvrir. Hein. Les marchés et les épiciers du coin, non, ils n'ont pas le droit d'ouvrir. C'est curieux. C'est curieux, non? C'est marrant. Bon, on a l'impression qu'il n'y a qu'eux qui pouvaient nous nourrir. Bon, et puis, j'arrête. Voilà. Je rends hommage juste à Vandana Shiva qui disait justement « Faites moins de jogging, faites moins de yoga, mais jardinez et cuisinez ». Alors je donne la parole à Mauro maintenant pour parler un peu de rebondir et puis je crois que ça fait écho à plein de choses. Alors, après avoir écouté Nadia et Olivier, je me dis on a tellement de choses en commun. La question, c'est maintenant comment on rend ça dans tout le monde, non? Et alors, je suis tellement dans l'admiratif quand Nadia raconte de son moulin. Nous, on a un moulin aussi à Pierre où on fait du blé, par contre, mais des différents blés endémiques de Nice. On travaille le blé noir de Nice qui est magnifique. On a le petit épeautre. C'est atroce ce qu'on a fait avec les aliments. Par exemple, le blé moderne, qu'on appelle le blé moderne, c'est un blé qui est totalement transformé, modifié par l'homme. Juste pour vous donner un chiffre, c'est un blé ancien, il a 14 chromosomes, un blé qui représente aujourd'hui les 95% des blés dans le monde qui sont produits, il a 48 chromosomes. Donc, les problèmes en relation avec les gluten, toutes ces nouvelles maladies, ils viennent aussi parce qu'on a fait des atrocités avec les aliments. Bon, bref, toutes ces choses en commun, c'est voir, on les connaît, ou plus ou moins, c'est des chiffres atroces. Comment on fait pour changer? Quelles sont les pistes qu'on peut donner pour changer aux gens? Par exemple, au Mirasur, quand j'arrivais dans un endroit où je ne connaissais personne. Je n'avais jamais été en Côte d'Azur. Je tombe par hasard dans ce restaurant merveilleux. Qui était fermé depuis 2 ou 3 ans. Qui était fermé depuis très longtemps, donc c'était pour ça que j'ai pu l'ouvrir qu'avec 10 000 euros dans la poche. J'ai dû commencer à connaître les lieux. Donc j'allais
au marché. Je ne connaissais pas les saisons, je ne connaissais pas les produits. Donc un jour, je suis allé chez une mamie au marché de Ventimille et il y avait juste une petit panier de pruneaux. Je suis retourné, l'autre jour, je suis retourné encore. Je dis, alors les pruneaux? Ah non, mais c'est qu'un arbre de pruneaux, c'est fini les pruneaux. Et comment je vais faire? Je l'ai mis à la carte. Et donc, au bout de 3 mois, j'ai décidé de ne plus avoir des menus écrits. Donc, les gens, imaginez-vous ça, il y a 17 ans, les gens venaient et il n'y avait pas de menu écrit. Mais vous rigolez, c'était la seule façon que j'ai trouvée pour pouvoir travailler avec ces petits producteurs. Quand je suis arrivé à Menton, il ne restait qu'un seul bateau de pêche. Il y a 15 ans avant que j'arrive, il y avait 15 bateaux. Donc, en 10 ans, 15 ans, on a détruit la flotte de pêche artisan, en tout cas à Menton. Aujourd'hui, il y a 2 autres bateaux, donc on a 3 bateaux, malgré la difficulté. Et vous savez pourquoi? Qu'est-ce qu'ils me disent, ces bateaux? C'est que, en fait, comme je n'avais pas de carte, les poissonniers, les pêcheurs, ils venaient, ils pêchaient 2 merlins, une dorade, un loup, un maquereau, parce qu'on a des maquereaux aussi en Méditerranée, et je les prenais tout. Je prenais tout. Je prenais tout sa pêche, et je faisais pour une table de la dorade, pour l'autre table des merlins, et les gens me prenaient pour un fou. Mais c'était la seule façon de pouvoir travailler avec eux, et aujourd'hui, ma récompense, c'est qu'il y a 2 autres bateaux. Et ces bateaux qui étaient à point d'arrêter parce que ses enfants ne voulaient pas continuer, ben maintenant, c'est sa fille qui continue son bateau. Donc, comment on fait pour faire comprendre aux gens l'importance de maintenir un écosystème? Aujourd'hui, après les confinements qui ont changé plein de choses, un plan du monde, des personnes dans le monde, mais qui on s'oublie très rapidement, j'ai décidé de ne plus avoir, par exemple, un restaurant avec un jardin. J'ai un jardin avec un restaurant. Et l'équation semblerait idiote, c'est juste un jeu de mots. Ce n'est pas un jeu de mots. C'est important comment on priorise les choses. Et aujourd'hui, grâce à ça, grâce à cette réflexion, on a 5 hectares de terrain totalement cultivés en biodynamie. Les gens ils me viennent, ils me disent c'est quoi la biodynamie? Mais vous êtes fous. Bon, oui, on les cultive en biodynamie et on a des résultats magnifiques. On fait pousser des bananes, des fruits de la passion à côté des oliviers. On a des papayes, parce que aussi on a compris le changement climatique. Et le monde, l'histoire de cette planète, elle est faite par des changements climatiques. Là, je travaille aussi avec des anthropologues qui me racontent, voilà, dans les côtes méditerranéennes et à Menton, on a des squelettes des hippopotames. Parce que la Méditerranée, c'était déjà 50 mètres plus basse et les animaux arrivaient d'Afrique arrivaient sur les côtes du sud de la Méditerranée. Donc, c'est toutes ces choses-là, voir comment on prouve, il faut prouver. Et certes, l'industrie, c'est les pires ennemis. Mais comment on fait pour convaincre à ces gens-là qui aujourd'hui nourrissent combien? Parce que tu sais plus de pourcentage que moi. Quel pourcentage est nourri par l'industrie de l'humanité? Plus de 80%. Plus de 80%. Comment on fait pour changer ces gens-là? Qu'est-ce qu'on doit faire pour changer ce système? Non? Parce qu'on connaît les problèmes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et je suis convaincu qu'on doit, chacun d'entre nous,
réagir et faire son petit grain de sable. Parce que ce petit grain de sable, il va se multiplier. C'est comme la petite graine qui va germer et qui va donner un fruit, que ce fruit, il va donner milliers de graines. Et de ces milliers de graines, il aura peut-être une centaine. Et c'est la seule solution. Certes, on doit se battre, mais le plus important, c'est de se battre individuellement avec ces actions quotidiennes du jour au jour. Voilà. Je regarde aussi le timing parce que je crois que vous aurez des questions. J'ai fait plus court qu'Olivier. Non, mais vous voyez à quel point le sujet est passionnant. On aurait pu passer des heures. Moi, j'avais envie de vous parler. On coupe, on avait tout un programme, mais c'est tellement fascinant que j'avais envie de vous parler éducation et transmission aussi, parce que je crois que c'est fondamental dans vos approches à tous les trois. Faites beaucoup de choses pour transmettre, justement, éduquer, notamment les collectivités aussi. Vous voulez prendre la parole en premier, peut-être, Olivier, en parlant de l'école comestible ou d'autres initiatives que vous soutenez? Oui, bon, évidemment, il y a l'école comestible menée brillamment par Camille Labro dans l'esprit d'Alice Waters, mais tout simplement, mais dans beaucoup d'autres domaines, enfin, en tous les cas, celui de réconcilier les hommes avec la nature, avec le vivant. Éduquer est la clé. Et plus particulièrement pour l'alimentation. Il est vrai qu'avec mon ami Michel Guérard, qui s'occupe beaucoup de santé et de cuisine depuis très longtemps, nous considérons, et je crois que on va tous être d'accord, en tous les cas, moi j'essaie à chaque fois d'interpeller notre ministre de l'Éducation nationale, parce que l'alimentation fait appel finalement à tous les ministères. L'agriculture, la pêche, l'environnement, évidemment la santé, la culture, et la cuisine est bien entre la nature et la culture. Elle-même, elle est à équidistance, on peut penser. C'est vraiment transformer la nature en culture que la cuisine, quel que soit l'endroit de la planète. Mais oui, d'interpeller à chaque fois le ministre de l'Éducation nationale, parce qu'effectivement, je pense qu'on pourrait on devrait apprendre aux enfants à se nourrir, à s'alimenter, comme on leur apprend à lire, à écrire et à compter. C'est extraordinaire dans ce qu'on peut faire à travers l'alimentation. Ce sont les sciences naturelles, c'est la géographie, c'est l'histoire, c'est la compréhension du vivant. Regardez, on peut avoir tous les jeux vidéo possibles et inimaginables, mais prendre une petite graine, on la met un peu d'humidité, un peu de soleil, elle va germer. Puis d'un coup, elle va avoir un tout petit germe, puis elle va avoir une toute petite herbe. Et puis elle va grandir. Puis on va avoir un petit arbrisseau. Puis on va avoir un arbre. Il n'y a rien de plus magique que le vivant. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau pour un enfant, mais même pour un grand et enfant que nous restons, que de voir une graine germer? Et c'est la vie. Et comprendre ce que c'est un œuf. Comprendre pourquoi on ramasse des œufs à Pâques. Pourquoi il n'y avait pas de pâtisserie faite avec des œufs pendant tout l'hiver. Ah bon? Pour avoir un yaourt, il faut que la vache ait un veau. Ah bon? Mais toutes ces choses. Et en même temps, comprendre aussi pourquoi un enfant, dans une classe, il va manger cachère et puis l'autre, il va manger halal. Tout ça, c'est une compréhension à travers l'alimentation. L'alimentation est une merveilleuse manière de découvrir le monde, de découvrir l'autre et la notion du partage. Et puis, on le sait très bien, parce que ce sont les enfants ensuite qui viennent frapper à la porte, on l'a vu. Et au niveau de l'environnement, d'ailleurs, on peut considérer que, moi, vous savez, j'étais maoïste, trotskiste, indépendantiste breton. Pourquoi? Parce que mes profs l'étaient. Eh ouais, ils m'avaient endoctriné et je n'en fais pas de reproche. Après, j'ai mesuré tout ça. Bon. Comme j'ai fini en prison en Pologne pour propagande anticommuniste, je me suis un petit peu détaché de ce monde-là. Mais j'avais 19 ans. Bon, excusable. Et eh bien, faut bien se rendre compte que les profs ont abandonné pratiquement la politique ces 30 dernières 25 années. Bon, j'ai le plus grand respect pour les institutrices, instituteurs et professeurs, parce qu'on décharge tout sur l'éducation nationale. Quand les parents font rien, quand la société ne fait pas, que l'école fasse. On est d'accord. Mais il faut reconnaître qu'ils sont tous, ils ont tous cette fibre écolo. Et nos enfants ont compris l'importance de la nature. Ils vont s'occuper des dauphins, ils vont s'occuper des ils vont pas jeter des papiers, ils vont pas laisser l'eau du robinet couler lorsqu'ils vont se brosser les dents. Tout ça, ils ont compris. Par contre, ils n'ont pas tout à fait encore compris qu'ils faisaient partie totalement de Dame Nature
Et que se nourrir, c'est-à-dire aller tuer du vivant, il fallait juste tuer ce qu'il fallait pour pouvoir se nourrir et le respecter. Et cette dimension alimentaire, c'est-à-dire se nourrir de la nature et du vivant, de ces deux gardes-manger que sont la terre et la mer, ça, ils n'avaient pas tout à fait pris conscience. Donc l'éducation, et j'en fais un nouveau appel, peut-être qu'ils nous entendent, parce que c'est enregistré, je fais un nouveau appel au ministère de l'Éducation nationale. Écoutez-nous, les enfants ont besoin d'apprendre, parce que sans quoi, ils resteront entre les fourches codines de cette foutue industrie agroalimentaire. Merci, monsieur le ministre. Alors, je voudrais... je travaille sur un projet dans une école avec un programme totalement, pour moi, innovateur, révolutionnaire en Argentine, dans lequel ils ont fait appel à moi pour justement introduire l'éducation par les jardins. Et donc, ils vont l'apprendre à les mathématiques, la physique, la chimie, l'histoire aussi, non, l'histoire autour des voyages, des semences, mais aussi des choses comme la patience, l'alimentation, des choses qu'on a totalement oublié d'apprendre, et c'est vrai qu'on délègue de plus en plus parce qu'on vit dans une société que aujourd'hui on vit pour produire et on a oublié notre but dans la vie, non? Aujourd'hui, les plaisirs et donc la révolution délicieuse, non, qui est totalement relationnée avec les plaisirs et s'enlever de non pouvoir se nourrir sans cette charge, sans ce poids de dire qu'est-ce que je suis en train de faire à la planète, non, il faut se libérer, c'est pour ça que cette révolution délicieuse elle est tellement importante. Mais pour revenir à l'éducation, c'est clair on éduque nos enfants dans un chemin totalement erroné. On les met dans une boîte. Moi, je raconte toujours, j'ai un respect énorme pour les institutrices, les profs et tout. Mais j'ai un enfant qui a eu la chance de naître en parlant 5 langues. Et donc, mais il a à l'école française à Menton. Un jour, je vais le chercher. C'est souvent ma femme. Il avait 4 ans. Souvent, c'est ma femme qui allait les chercher. Un jour, je me libère avant, je vais les chercher. Je dis bon, je vais faire le bon père avec la maîtresse. Je vais lui demander comment ça va mon fils. Et je lui ai dit alors Valentin, ça va? Ah oui, il est gentil. Mais les pauvres avec toutes ces langues. Je dis mais comment les pauvres? Oui, parce qu'il a du mal avec les Français. Mais je lui dis mais c'est une chance. Et on a tendance et autre chose, c'est cette cantine atroce. Tu me disais que tu as collaboré à essayer de changer ces entreprises multinationales qui nourrissent nos enfants, mais dans le monde entier. Quand j'étais en Argentine, je disais, c'est qui fait la cantine Sodexo? Mon Dieu, je pensais que c'était qu'en France. Alors, je viens de l'Argentine. C'est le pays qui consomme per capita les plus de viande au monde. Je me rappelle, quand j'étais enfant, j'ai mangé 2 fois par semaine de la viande maximum dans un pays qui est le plus grand consommateur de viande. Je regarde les menus des enfants dans les cantines. Tous les jours, il y a de la viande. Mais tous les jours, il n'y a pas un repas qui n'a pas de la protéine animale. Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'on est en train de laisser faire? Dans qui on est en train de laisser l'alimentation de nos enfants? Comment nos enfants, ils n'ont pas une notion de comment, pour avoir un yaourt, il faut un veau? Qu'en hiver, les poules ils vont pondre 4 fois moins, 5 fois moins qu'en été. Toutes ces choses, cette relation, et c'est pour ça qu'on a ce projet magnifique qui est soutenu d'ailleurs par cette belle maison,
qui est un projet de ferme avec un petit restaurant de ce que j'appelle aujourd'hui la gastronomie circulaire. Parce qu'on parle d'économie circulaire, mais il faut les ramener aux choses du quotidien. Et dans ce restaurant, on est en train de travailler avec les différentes écoles. Au début, j'ai dit qu'il fallait qu'ils soient avec des lycées, aujourd'hui, des lycées hôteliers. Aujourd'hui, j'ai ouvert un peu plus à des autres écoles, universités. C'est parce que ce que j'ai constaté, c'est que les générations de cuisiniers et de cuisinières qu'on est en train de former aujourd'hui, ils sont totalement dissociés de la nature, du cycle de la nature. Ils sont habitués à recevoir une listine de produits, prendre le téléphone, maintenant c'est avec le texte, et envoyer ce qu'ils veulent. Et ils n'ont aucune relation. Des fois, chez des cuisiniers, des jeunes cuisiniers, que je les dis au milieu de service, parce que comme on n'a pas de carte écrite, je dis, va me chercher un poireau au jardin, ils viennent avec une oignon de cévette. Non. Donc, au milieu de service, et là, c'est la panique. Non. Mais je demande, comme toi, tu demandes quelles sont les 4 règles pour un poisson durable. Dans les interventions que je fais des écoles culinaires, des élèves très intelligents de tous les niveaux de la société, je demande, voilà, je vais commencer par une question. Levez la main, qui sait combien il faut de temps depuis une graine pour avoir un oignon dans vos cuisines? Et là, silence total, comme là. Hein? Mais c'est des cuisiniers, c'est des gens qui travaillent chaque jour avec l'oignon. Comment ils ne savent pas combien de temps il faut pour un oignon? Donc il faut repenser tous ces systèmes d'éducation et dans tous les niveaux, malheureusement. Mais il faut les reprendre et il faut travailler pour. Voilà. Oui, en tant qu'ambassadeur de bonne volonté, que j'ai eu l'honneur, et j'étais très ému, je continue à être un peu ému. Mais c'est la diffusion, voilà, je pense que c'est par l'exemplarité et par la diffusion des bonnes volontés, justement, qu'on peut faire changer les choses. Donc j'espère être à l'auteur. Merci Mauro. Je voulais juste mentionner aussi le collectif Les Pieds. Oui, effectivement, parce qu'il y a un moment donné, on peut éduquer, apporter de la théorie, mais il y a un moment donné, il faut avoir les travaux pratiques. Et les travaux pratiques, eh bien, c'est très concrètement ce que nos enfants mangent à la maternelle, au collège ou au lycée. Alors déjà, la complexité, vous l'avez bien compris, enfin, pour ce qui est en France, la maternelle, ça dépend du maire. Le collège, ça dépend du président du conseil général et le lycée dépend du président du conseil régional. Donc déjà, toute petite complexité. Deuxième complexité, le cuisinier ou la cuisinière dépend de chacune de ces collectivités, mais le responsable des gestionnaires, responsable des achats, bien souvent dépend de l'éducation nationale. Il faut que tout ce petit monde-là s'entende déjà pour faire bon. Donc déjà, on est très très mal parti. Mais au-delà, on fait appel à une notion de fameux marché public, comme quoi on ne peut pas faire autrement. Alors moi, je peux juste vous dire une chose, c'est qu'il existe aujourd'hui, sur tout territoire national, une multitude d'exemples où ça fonctionne parfaitement, pour le même prix. Et je vais parler plus particulièrement d'un département, qui est le département de la Dordogne, où il y a un homme, effectivement, qui a un prénom un peu prédestiné, puisqu'il s'appelle Germinal Perrault, qui est le président du conseil général. Et ce Germinal, il a mis dans son programme, il a dit, moi je mettrai 100% des collèges où la cuisine sera faite 100% maison, 100% local, 100% bio, pour 1,55 €. Bravo. Ça marche. Mesdames et messieurs, ça marche. Et il y a un collectif qui s'appelle Les Pieds dans le Plat, qui regroupe 300 à 400 personnes, des cuisinières, cuisiniers, diététiciens, d'esthéticiennes. Un jeune maire vient d'être élu. Il a encore des maisons, je connais bien Sodexo, j'ai travaillé 15 ans pour eux, c'est pas possible de faire bon. Voilà.
Je vous le dis, c'est clair, net, net. Avec Michel Bras, on a tous essayé par la porte, par la fenêtre. Il y a des gens merveilleux qui travaillent dans cette maison-là, mais il y a un moment donné, il y a le coup près, où là, effectivement, le budget nous interdit d'aller plus loin dans la qualité, dans les produits, ces choses-là. J'ai réussi 2-3 choses, à réduire de 3% la quantité de sucre, 4% la quantité de sel, et supprimer les graisses saturées dans les cochonneries de poudre à sauce. Là. Bon, je ne suis pas arrivé. Donc, je parle en connaissance de cause et je connais parfaitement toutes les contraintes de ces hommes et ces femmes qui, dans l'anonymat, essayent de faire bon avec des efforts énormes, totalement déconsidérés, du matériel zéro, des salaires de misère, une reconnaissance nulle, à qui on ne demande jamais leur avis. Donc je peux vous dire que là, il y a un vrai travail à faire. Eh bien, ce collectif, les pieds dans le plat, vous êtes un jeune élu, vous ne savez pas comment prendre le problème, vous faites appel à eux, ils arrivent un an avant. Ils établissent les menus, donc avec les diététiciens en fonction de la saison, par rapport à la région dans laquelle vous vous trouvez. Évidemment, parce qu'il y a une dimension culturelle, on ne fait pas la même cuisine en Picardie qu'en Provence. Et on réunit les agriculteurs en bio, et ceux qui ne sont pas en bio, mais ceux qui sont en conventionnel, mais souhaitent passer justement en bio, parce que ce n'est pas les nouvelles lois, c'est les nouvelles mesures de la PAC qui vont favoriser le bio en France, on le sait tous ici, d'accord ? Par contre, et là on fait appel, on dit bon, qui fait des épinards, qui fait des volailles, qui fait des yaourts, qui fait des puis ah ben moi je fais pas, on a besoin de choux de Bruxelles, il n'y a pas de choux de Bruxelles, j'en fais. On fait ça un N-1, on détermine les prix un an avant également, un an avant. Il ne s'agit pas de égorger, surtout pas l'agriculteur. Et ensuite on déploie et après on se met avec Biocop ou pour juste en dépannage à hauteur de 10%. Ça marche. Eh bien, vous savez ce qu'ils viennent de recruter actuellement en Dordogne? 2 bouchers. Attends, je ne comprends pas. Le département vient d'embaucher 2 bouchers. Oui, parce qu'ils achètent aujourd'hui les bêtes sur pied et ils pensent aller en deçà encore du prix qu'ils font avec des viandes de superbe qualité, sauf qu'ils travaillent eux-mêmes plutôt que de faire venir en particulier de la viande de Nouvelle-Zélande. Je vous remercie. De la terre, on a pensé vous préparer des devoirs à la maison pour aller plus loin et pour vous approprier, creuser un petit peu tout ça. Alors au-delà des livres magnifiques de Mauro, d'Olivier qui sont à la librairie Nature et Découverte au rez-de-chaussée et le superbe livre de Nadia, on vous a concocté une liste. Alors j'en ai imprimé avec ma petite imprimante pas mal ce matin, sinon vous la prenez en photo ou alors vous laissez votre adresse email, on vous l'enverra avec les liens. Il y a plein de choses à lire, à voir, à surfer. Il y a les références de tout ce dont on parle. Je le dis parce que vous êtes peut-être en panique en train de vous dire « Oh là là, j'ai pas noté le nom du collectif ou la pêche durable ». Donc il y a tout ce qu'il vous faut sur cette liste. Venez me voir à la fin, je vous la donnerai ou vous la prenez en photo et voilà. Alors moi j'ai envie de me tourner vers Nadia parce que l'heure tourne. On veut aussi entendre vos questions, même si on n'aura pas beaucoup de temps. Mais Nadia, je voulais te parler de 2 choses. La transmission, parce que je sais que ça résonne énormément chez toi. Tu en as déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Et aussi, on parlait tout à l'heure du bonheur et de la joie. Et moi, j'avais envie qu'on termine cette table ronde pour parler de l'amour, de la joie, du bonheur qui vient avec le fait de manger, mais aussi le fait de cuisiner, de préparer quelque chose, de le partager. Et puis, c'est ce que vous mettez tous en œuvre, parce que c'était commun aussi quand je me penchais sur vos univers de ce bonheur. Toi, tu parles de cuisine du bonheur. Moi, je parle du goût du bonheur, parce que j'ai souvent été coupée, en fait, personnellement, de ce goût-là. Donc, il fallait que je le retrouve déjà. Et en fait, c'est tout simplement j'appelle ça une vibration. C'est plutôt quantique, d'ailleurs. Et Mauro, je crois que tu y travailles beaucoup aussi, mais c'est ce qu'on va ressentir depuis la terre, depuis la semence, depuis l'histoire aussi. Et c'est des choses qu'on peut transmettre, parce qu'en fait, c'est au-delà de nous. C'est beaucoup plus grand que nous. C'est même au-delà des discours qu'on peut avoir là. Quand on se penche là-dessus, c'est grand. Et en fait, là, on parlait de transmission, mais effectivement, moi, j'agis aussi dans les écoles depuis très longtemps, mais dans les hôpitaux aussi. Parce que moi, quand je me suis levée dans ma chambre, je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais pas manger au-delà de ce qu'on me donne, des choses qui n'avaient pas de sens, en fait, et qui n'allaient pas me reconstruire, qui n'allaient pas me construire, qui n'allaient pas me régénérer. Et en fait, il faut avoir une attention toute particulière à savoir ce que l'aliment fait. On se nourrit de beaucoup de choses, on va se nourrir d'aliments, de culture, de beaucoup de choses aussi. Mais
pour moi, c'était important de savoir ce que c'était se nourrir. Dans le régime d'Okinawa, par exemple, au Japon, on mange à 80% de son besoin. On se surnourrit pas. C'est important de regarder ce qui nous rassasie. Moi, je mange pas beaucoup. J'ai jamais très faim, mais parce qu'en fait, mon fonctionnement est comme ça. Mais par contre, j'ai besoin de sensibilité, de subtilité, de tout ça. Et Mauro, tu parlais de quelque chose d'important. Moi, quand je suis rentrée dans la cuisine de ma mère, c'était pas du tout mon métier. Et un peu comme Hugo, je venais de loin et d'ailleurs, mais j'avais cette éducation de l'amour, cette éducation du partage et de l'envie de faire partie de cette chaîne. Et quand je suis rentrée dans la cuisine, les gens me regardaient avec des yeux genre, mais qu'est-ce qu'elle dit, son levain de sarrasin, c'est n'importe quoi, c'est pas comme ça qu'on le fait. L'oignon, voilà, il faut le couper, le ciseler comme ça, là. Et je leur demandais, mais vous savez combien de temps il met à pousser cet oignon, et puis d'où il vient, et puis quel goût il a. Et au début, ça marchait pas du tout. Hein. Il y a 10 ans, on regardait un peu en disant, de toute façon, elle prendra pas la suite. Avec son sans gluten, elle fait n'importe quoi. Mais moi, j'avais une vision qui était absolument pas ni sans gluten, ni n'importe quoi. Je l'ai nourrie, justement, de ce temps de lecture. J'ai lu un livre, d'ailleurs, qui était intéressant, qui s'appelle « La société des individus » de Norbert Elias, qui disait, est-ce que l'individu fait les sociétés ou les sociétés font les individus? Et je me suis dit, finalement, la société dans laquelle je vis n'est pas forcément celle dans laquelle j'arrive à vivre. Donc j'ai essayé de créer un monde que j'ai appelé le monde au goût meilleur, dont on a parlé, et qui avait un goût, ce goût de la conscience, en fait. Et tout ce que je fais dans cette transmission, c'est, de manière très humble, essayer de comprendre, et puis après de redonner ce qui ne m'appartient absolument pas, cette culture qu'on me transmet aussi en permanence. Donc je cherche, là j'étais à Istanbul la semaine dernière, j'étais avec des anthropologues extraordinaires, des agriculteurs aussi, et puis un chef qui s'appelle Moussa là-bas, qui a un restaurant qui s'appelle Chia, qui fait partie aussi de Slow Food comme nous, et qui œuvre au quotidien à cette réflexion, et qui a rendu d'ailleurs sa cuisine rurale accessible, et cuisine de rue, mais à l'intérieur il y a de l'âme. Et cette âme, c'est cet amour et cette joie, effectivement, dont on a envie de parler. Mais voilà, donc moi, tous les moments de transmission qui puissent être dans les écoles, dans les hôpitaux, auprès de grandes entreprises aussi, parce que je l'ai fait et je le fais, j'essaye de chercher l'intelligence du cœur de chacun de nous, parce qu'à un moment où on a touché ça, on peut agir, on peut essayer de penser et se libérer. En fait, cette grande liberté, il faut la retrouver. Il faut la trouver, il faut la partager pour que d'autres y croient, mais je crois qu'on peut y croire. Et moi, en tout cas, j'œuvre tous les jours comme ça auprès de mes collaborateurs, auprès des gens qui m'entourent et ceux qui viennent me voir à Lourmarin, dans ce petit village où je suis née et qui, je pense, rayonne beaucoup pour moi, en tout cas. Voilà. Je me tourne vers vous parce que je crois que ça résonne énormément. Mauro, votre livre, il s'appelle « Le goût de la famille » et vous parlez beaucoup de ça, de cet amour, de cette joie, du bonheur d'être ensemble, de partager. Et je crois qu'une révolution délicieuse, ça ne se fait pas sans une révolution joyeuse aussi, pour fédérer un maximum de gens avec nous. Oui, pour moi, les goûts de la famille, c'est aussi ce qui parlait Olivier aujourd'hui, de donner envie de recuisiner, de revenir dans nos cuisines et de faire vivre à nos enfants ce qu'on a eu la chance, en tout cas moi, la chance de vivre avec des grands-mères qui me cuisinaient, des grands-pères qui faisaient des plats qui prenaient une journée, 2 journées pour les préparer. Toutes ces choses-là sont tellement importantes et ils sont relationnées en relation toujours à l'amour. Non? Et je pense que souvent, ils me demandent qu'est-ce qui ça a fait les clics pour que vous deveniez cuisinier. Et la seule explication que je trouve, c'est cet amour qui m'ont transmis, qui a transmis ma famille, par la table, par le fait de nourrir et remplir le cœur de l'autre. Et pour moi, c'est ça, c'est l'ingrédient le plus important dans une cuisine, c'est l'amour, sans aucun doute. C'est pas une question d'argent, on ferait des autres métiers, c'est nourrir l'autre, c'est tellement
grand, comme tu dis, ça dépasse tout. Et, ouais. Je crois que ça résonne aussi beaucoup chez Olivier Relinger, qui fédère autour de cette révolution délicieuse, joyeuse, onirique et dans la joie. Oui, parce que vous savez, actuellement on nous parle, bon, par rapport évidemment les problèmes de dérèglement climatique, donc on doit plus chauffer, on doit plus rouler vite, on doit plus ceci, on doit plus cela. Donc c'est à la fois le régime, une espèce de contrainte, une espèce de ce monde un peu presque puritain au nom d'une hygiène écologiste, donc qui pourrait être très très mal perçu. Or je pense que ce monde, il me semble que ce monde, c'est un vieux monde qui disparaît. C'est un vieux monde qui disparaît. Mais ce qu'on est en train de vivre, il faut qu'on le vive d'une manière extrêmement joyeuse, comme une renaissance au contraire. Et bon, c'était la phrase de Grimsky, ce vieux monde a du mal à disparaître, ce nouveau monde a du mal à apparaître, et dans ce clair-obscur, les monstres apparaissent. On les voit bien, les monstres, on ne va pas les nommer, ils sont assez nombreux, ils occupent trop les médias déjà. Mais sincèrement, la table, vous voyez, quand on dit se réconcilier avec la nature, c'est bien de se réconcilier avec la nature, c'est capital. On est tous d'accord par rapport à une alimentation. Mais quand on parle d'alimentation, c'est pas simplement se réconcilier avec soi-même, c'est se réconcilier aussi avec les autres. Parce que la table, elle se partage. On peut ne pas être d'accord, on peut être différent, mais autour d'une table, lorsqu'on parle cuisine, on parle vie. L'autre jour, quelqu'un c'était sur France Culture, vous savez, c'est quand même une radio où il n'y a pas que des décérébrés qui l'écoutent, même s'ils sont de moins en moins nombreux, et que les gens qui travaillent pour Radio France ont de plus en plus de mal à subvenir parce qu'il n'y a plus de redevances. Bref, c'est un autre sujet. Mais il est capital quand même, parce que moi, je peux vous assurer que quand France Culture n'existe plus en France, je quitte ce pays. Voilà. Et la personne, j'étais là sur le gros, j'étais enfermé dans un truc, là, puis un truc, gros machin, puis il dit, bon, vous avez 2 minutes pour terminer, là, Olivier Relinger, vous êtes un cuisinier assez atypique, bord de mer, on ne sait pas où vous casez, vous n'êtes pas vraiment un cuisinier français, vous êtes un cuisinier du monde, avec vos épices, vos 1200 producteurs, tout ça, mais pour vous, qu'est-ce que le bon ? Et alors là, vous avez 1 minute 30 pour répondre qu'est-ce que le bon. Vous essayez de vous souvenir de Platon, cette année de philo, le bon et le beau. Et alors, complètement largué. Et à ce moment-là, mais à un centième de seconde, je me suis souvenu, j'étais avec mon ami Michel Bras, on était dans le Gujarat, vous savez, cette partie de l'Inde tellement pauvre que même, il n'y a que le sel qui pousse. Puis il y a une espèce de hutte, comme ça, en terre. Et tout d'un coup, de cette hutte, un petit garçon qui a 4-5 ans, qui sort, il part en courant, qui était tout nu, qui court comme ça. Et derrière, une jeune femme, une jeune maman, mais qui sort pourtant de cet endroit de misère, mais comme une fée, comme une princesse, comme ça, avec une grâce. Et là, on n'a pas besoin d'avoir un interprète. Elle tient, on se voit bien 2-3 grains entre les doigts, comme ça. Et elle court après ce petit, et il n'y a pas besoin d'interprète, on sait ce qu'elle dit. Elle dit, mange ça, mon petit, c'est bon pour toi. Qu'est-ce que le bon pour cette femme ? Cette femme qui dispose pratiquement de rien. Cette femme qui, probablement, a très très peu de connaissances aussi. Ce grain de riz, il est un tout petit peu coloré, peut-être un peu d'épices. Elle va le donner à son enfant. Pourquoi ? C'est la meilleure chose, que c'est ce qui va prolonger la vie de cet enfant. Cuisiner, nourrir, c'est prolonger la vie de l'autre. Et bien souvent, par prolonger la vie de l'inconnu. Et quand on commence à prolonger la vie de l'inconnu avec le même acte d'amour, avec la même part de responsabilité que nous le ferions si c'était pour l'être le plus cher, comme cette jeune maman qui court après ce petit garçon, alors nous faisons la plus belle cuisine du monde, quel que soit l'endroit de la planète. Et cette bouchée-là, à cet instant-là, était probablement la meilleure bouchée de la planète et la meilleure cuisine du monde. Et cet enfant, alors nous, le bon, c'est si ça fait poète-poète sous les papilles avec le code, machin, non. Elle voulait, pourquoi il faut que ce soit bon pour cet enfant ? Parce que si le riz était trop dur, il ne l'avalerait pas. S'il était trop piquant, il ne l'avalerait pas. S'il était trop amer, il ne l'avalerait pas. S'il était trop acide, il ne l'avalerait pas. Donc elle a donné juste bon pour ça.
mais c'est simplement pour prolonger la vie. J'ai rien de plus beau. Parole au public. On s'excuse parce qu'on a pris plus de temps, mais en même temps, je pense qu'on ne le regrette pas du tout, tant les messages qui sont portés sont nécessaires. Est-ce qu'on peut prendre une ou deux petites questions rapides et universelles? Je demande juste aux gens qui posent des questions de poser des questions assez universelles pour que voilà. Alors, il y a monsieur là, oui. Oui, je commence. Bonjour, je viens de Barcelone, de Casabadio, un site patrimoine mondial. Et l'exemple que vous avez parlé sur la compréhension de la nourriture comme un acte social, j'utilise plus ou moins, je crois qu'il y a des autres exemples. Si on parle de la gestion d'un site culturel ou patrimonial, un musée, une galerie, il faut, je crois, mettre les personnes, les gens au centre de l'expérience. Et si on parle de la nourriture et de repas, et si on met les personnes au centre et on pense aux émotions, vous avez parlé de l'amour, et je crois que c'est une chose que beaucoup de personnes, et c'est très transversal, même si on travaille dans une institution publique ou privée, un restaurant, quelque chose qui n'est pas lié directement à la nourriture, si on a la capacité de mettre les personnes au centre, les restes, la qualité de la viande, la qualité de la nourriture, la qualité de l'environnement, je crois qu'il faut réhumaniser beaucoup des activités. Et pour être ici, toutes les personnes qui sont ici, on a pris un petit déjeuner, un déjeuner. Ce n'est pas peut-être une question, mais je vous remercie de parler aussi des émotions, pas seulement de la fonction biologique ou physiologique de manger. Il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte et humaniser ça. Merci. Merci beaucoup. Il y avait monsieur en face de moi qui levait la main vers le fond. Oui, je vous en prie, oui. Allez-y. Merci. Je conclurai de cette communication très intense une conclusion générale qui s'attaque d'ailleurs à ce que nous avons entendu hier dans beaucoup de choses. On parle toujours d'argent. Il faut que le menu soit encadré pour les écoles, etc. Et vous avez très bien défini. C'est pas ça. L'argent n'est pas comestible, c'est bien connu. Et donc, je pense qu'il faudrait peut-être considérer tout problème à l'envers de ce qu'on fait aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il faut que vous rentriez dans le budget. On n'a que ça. En France, on n'a jamais d'argent pour faire quelque chose, etc., etc. Eh bien, c'est d'abandonner l'argent et de dire, on va monter un projet. Alors, pas seulement la nourriture, mais la nourriture, c'est la base de tout. Bien évidemment, ce que vous avez dit, c'est fondamental. Et pour ma part, je m'occupe de développer l'économie à partir des patrimoines, et l'eau est notre premier et plus ancien patrimoine, parce que l'eau, c'est aussi vital, bien évidemment, et conditionne naturellement les cultures, la nature, etc. Donc, si vous montez un projet, qu'il soit culinaire ou industriel ou n'importe quoi, ensuite vous cherchez l'argent pour faire ça, je pense qu'on sera plus dans les limites. Excusez-moi mais, excusez-moi, c'est très grave parce que ça remet en cause toute l'ingénierie financière d'aujourd'hui. Vous aurez compris. Oui, c'est un défi très compliqué. Parce que ce n'est pas l'argent le problème, l'argent, c'est les profits le problème. Oui, bien sûr, quand je parle d'argent, quelle est la part des profits que les entreprises sont capables d'accepter? C'est ça le problème, ce n'est pas l'argent, c'est les profits. C'est le profit. Et les marges. Exactement. Donc voilà ce que je voulais conclure sur votre communication qui est très intense, très dense et je pense qu'on a développé largement. Merci. Merci monsieur. Et pour aller dans votre sens, il est vrai que, par exemple, lorsqu'on nourrit les enfants, ou toute la jeunesse, de l'école maternelle jusqu'à l'université, mais on peut peut-être aller même au-delà, tous les jeunes qui sont en apprentissage, en fait, toute la jeunesse d'Europe et d'ailleurs, évidemment, on ne demande pas, finalement, lorsqu'on crée une clinique ou un hôpital,
enfin si, probablement, mais on n'ose pas se l'avouer, quel taux de rentabilité doit avoir cette clinique ou cet hôpital. Et lorsqu'on ouvre une cantine, la première chose que l'on se dit, en tous les cas l'entreprise qui va la gérer, ça va me dégager combien de profit. Vous voyez bien qu'il se passe là quand même quelque chose, alors que la nourriture, comme le disait tellement Hippocrate, est notre premier médicament. Alors si on n'est pas foutu capable de donner la première médecine préventive à nos enfants, en dehors de respirer, comme vous dites, monsieur, s'hydrater avec une eau de qualité et des aliments de qualité, ben alors à ce moment-là, à quoi sert-il? Alors, peut-être pour d'autres raisons, de faire des médicaments pour soigner ces foutues maladies liées à cette mauvaise alimentation, et on s'aperçoit que c'est parfois les mêmes fonds de pension qui alimentent ces mêmes groupes, à la fois alimentaires et de médicaments. Alors, je suis le timekeeper et le bad cop. Il nous reste pas de temps, en fait. Donc, je vais juste vous donner la parole à tous les trois pour dire un dernier petit mot de la fin. Je crois que vous en êtes convaincus puisque vous êtes là où vous nous regardez aussi, parce que ce sera, vous pourrez le regarder en différé également. Vous êtes convaincus comme nous que l'avenir de la planète, elle se joue aussi dans nos assiettes. Et puis, vous avez vu à quel point c'est profond, c'est essentiel, c'est politique. Ça touche à la santé, ça touche à la culture, à l'éducation, à beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je tenais à remercier infiniment tous les trois. Je vais vous laisser chacun le petit mot de la fin. Moi, je voulais juste rendre un hommage à Christian Bobin, qui est décédé il y a 2 jours. Christian Bobin, il parlait d'habiter poétiquement le monde. Et je trouve que vous êtes des chefs étoilés, mais des poètes également. Il parlait d'habiter poétiquement le monde et en disant que c'est aussi, croit-il, habiter humainement le monde. Et je trouve qu'on est en plein dedans également sur ce sujet. Donc, merci. Et puis, je vous donne le mot de la fin à tous les trois, un tout petit mot pour conclure. Merci également. Merci 1000 fois de m'avoir invité ici. Et je dis toujours, on n'est jamais assez à essayer de faire du bien. Donc, on peut tous œuvrer à nos petites dimensions, on peut tous transmettre, on peut tous se réunir, se rassembler, se connaître, partager. Et il me semble qu'aujourd'hui, c'est essentiel, en fait. Oublions les compétitions et les oppositions, mais je crois qu'il y a plein de solutions à trouver. Et comme le disait Olivier, on peut le faire de manière joyeuse, délicieuse, avec énormément de bonheur. Donc, allons-y. Merci. Bravo. Ben, pareillement, merci à tous d'être là, de nous avoir écoutés, d'avoir échangé. Et je voulais finir une phrase qui pour moi, c'est assez fort. C'est que quand on a la chance de pouvoir choisir ce qu'on mange, à chaque fois qu'on décide qu'est-ce qu'on va manger, on décide le monde qu'on veut vivre aussi. Donc, on est décideur du monde qu'on veut vivre demain, et c'est que le monde qu'on veut laisser pour nos enfants, par nos assiettes. Voilà. On doit conclure. D'abord, oui, effectivement, un grand merci à vous, Fanny, et à cette belle maison du monde de nous accueillir. Bon, j'en suis certain, je ne vous ai absolument pas convaincu. Pourquoi? Parce que quand vous venez ici, vous l'êtes déjà. Donc c'est un petit peu plus. Mais je vous demande simplement, douce les uns les autres, d'être les ambassadrices et les ambassadeurs, les uns les autres, de tenter, dans tous les cas, de sensibiliser ceux qui décident, mais bon, leur apporter l'audace. Il ne s'agit pas de faire du politique bashing, mais leur donner l'audace d'aller plus loin pour notre jeunesse. Une pensée avant tout pour celles et ceux qui, malheureusement, n'ont pas le choix et n'ont même pas de nourriture du tout. Je ne peux pas clore ce dossier, cette journée, sans penser à ces hommes et ces femmes qui sont dans la malnutrition ou dans la non-nutrition. Hein. Et enfin, vous dire que cette révolution délicieuse, elle est éthique, formidablement joyeuse, et qu'elle ne peut qu'enthousiasmer ce nouveau monde que nous allons tous bâtir ensemble. J'aimerais avoir 20 ans, parce que j'aimerais beaucoup faire participer à cette belle cuisine qui va s'écrire dans les années à venir. Merci beaucoup. Merci.